Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée, Héloïse Ivroux, actuaire chez Score. Je dois bien vous avouer que je ne savais pas vraiment ce qu'était le métier d'actuaire avant d'enregistrer cet épisode, et j'espère qu'il vous permettra de découvrir ce métier peu connu du grand public. Nous profiterons aussi de cet épisode pour aborder le sujet des grandes écoles et des classes préparatoires scientifiques, et ainsi vous donner des pistes sur comment les choisir. J'espère que cette discussion vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast et les prochains invités et suggérer les questions que vous souhaiteriez leur poser. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Héloïse. Bonne écoute! Bonjour Héloïse et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Lorraine, je suis Héloïse, je suis actuellement actuaire au sein de la SCORE et je participe à ton émission et ravie d'en faire partie. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ton parcours ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, je suis actuellement actuaire au sein de la SCORE, c'est-à-dire une sorte d'ingénierie des risques. Auparavant, j'ai été alternante actuaire au sein d'AXA. À l'issue de cette alternance, j'ai été quant data scientist chez Société Générale. Et donc maintenant, comme je l'ai dit, je suis actuaire au sein de la SCORE. En termes de parcours académique, suite au bac, j'ai fait une prépa mathématique à Metz. Et ensuite, j'ai intégré les mines de Nancy dans le parcours ingénierie et mathématiques. Et j'ai réalisé un double diplôme avec l'ENSAE dans la filière actuariat qui m'a permis d'avoir mon titre d'actuaire. Alors, donc pour revenir un petit peu au début de ton parcours, qu'est-ce qui t'a motivé à aller en classe préparatoire scientifique ? Alors, j'ai voulu intégrer une prépa scientifique parce que j'adorais les maths. C'était vraiment ma passion tout le long de ma scolarité. Et je me suis dit qu'une prépa, c'était un bon moyen de pouvoir avoir une formation assez intense dans ce domaine et surtout d'avoir une variété de choix possibles qui était assez important. Parce que je voulais pas tout de suite intégrer une école d'ingénieur, même si c'était un peu ce que j'aspirais à l'issue du bac, parce que je voulais avoir un maximum de choix. Et surtout, j'ai hésité entre entre des écoles d'ingé généralistes et des écoles d'ingé plus spécialisées. Donc, ça me permettait d'avoir 2 ans un petit peu en plus pour réfléchir à mon projet professionnel et donc ce que j'aimais bien en termes d'aspiration professionnelle. Et par exemple, si tu avais quelqu'un en face de toi qui hésitait, par exemple, entre aller en classe préparatoire ou à l'université, quel conseil tu pourrais lui donner pour choisir entre les deux, justement ? Alors, entre les deux, je dirais que si il apprécie beaucoup certains domaines, par exemple les maths, la physique, ou alors un autre domaine, par exemple l'économie pour les prépas ECS, donc s'il a de bonnes aspirations là-dessus, qu'il est assez à l'aise et qu'il a une bonne capacité de travail, la prépa peut être une bonne opportunité parce que ça peut l'ouvrir à un champ possible plus large, donc avec soit le choix d'intégrer une école d'ingénieur, soit le choix d'intégrer ensuite une université, mais ça lui laisse un tout petit peu plus de choix encore pendant 2 ans entre rejoindre directement l'université et rejoindre une université ou une école d'ingénieur après la prépa. Sachant que la prépa, je pense, en tout cas de mon point de vue, permet d'avoir de bonnes bases de travail et une bonne capacité d'adaptation en cas de difficulté. Donc je trouve que c'est une expérience intéressante si on a l'opportunité de la faire. Que t'a apporté la prépa selon toi ? La prépa m'a apporté, je pense, une bonne capacité d'adaptation parce qu'il y a il y a une charge de travail qui est assez importante, sans que ce soit bien sûr la mort entre guillemets. Il y a des exercices qui sont très variés entre les exercices oraux, les devoirs à la maison et les devoirs sur table. Et comme la charge de travail est assez importante, ça permet de se familiariser un peu avec différents types de travaux, même si je pense que c'est un peu moins large qu'à l'université. Comme l'université, il y a plus de projets, je pense, en groupe, des choses comme ça, ce qui est moins le cas en prépa. Une bonne capacité d'adaptation face à différents exercices, face à une charge de travail assez importante. Et surtout, je pense aussi que ça amène à raisonner d'une manière un peu différente de celle qu'on avait au lycée. Et cette capacité à raisonner, je la garde un petit peu au cours de mes écoles d'ingé et je la retrouve aussi un petit peu en entreprise.
Donc, ce que m'a apporté la prépa, j'aurais dit bonne capacité d'adaptation face à une charge de travail assez importante et aussi une manière de raisonner qui est un peu plus poussée, ou en tout cas une autre manière de raisonner par rapport à celle que j'avais au lycée. Bah, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait une prépa et je suis assez d'accord sur le fait que c'est vrai que, bah, on va dire, comme on a eu beaucoup de travail à faire des fois en des courts temps, bah, quand ça nous arrive après, ben, je dirais qu'on gère mieux la chose, quoi. On se dit, OK, il y a beaucoup, mais on se dit, c'est bon, je vais gérer, quoi. Et j'ai vu que tu avais fait ta prépa à Metz. Pourquoi tu as choisi de rester dans la ville? Je pense que c'est ta ville d'origine. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rester dans ta ville d'origine plutôt que d'aller, par exemple, dans une prépa parisienne? Ouais, tout à fait. Donc, tu as raison, j'ai fait ma prépa dans la ville où j'habite, enfin, dans la ville de mes parents plutôt. Et j'ai choisi une prépa à Metz parce que je voulais encore un peu profiter de ma famille. Je me suis dit que si j'allais en prépa, par exemple, dans une grosse prépa parisienne, j'allais peut-être être un peu déboussolée par le changement entre la ville, enfin, le fait de ne pas pouvoir voir ma famille régulièrement. Donc, c'était un premier point. Et ensuite, j'avais, alors peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais une image comme quoi les prépas parisiennes pouvaient être un tout petit peu plus concurrentielles. Et je voulais rester dans un univers un petit peu commun, enfin que je connaissais déjà un peu familier, parce que la prépa où j'ai fait, enfin ma prépa était également mon lycée. Et je me suis dit que comme ça, je pouvais peut-être plus m'y retrouver en termes d'environnement, avec un tout petit peu moins de concurrence, tout en ayant quand même une bonne formation. Oui, c'est vrai que je suis d'accord que l'environnement, c'est important aussi à prendre, enfin, c'est un critère à prendre en compte, je pense, quand on choisit une classe préparatoire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail et c'est vrai que des fois, c'est vrai que ça peut être, certaines personnes, elles préfèrent rester vers chez elles ou avoir quelque chose de plus petit. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses justement que le fait de faire une prépa en province, t'as plutôt désavantagé au moment des concours ou pas? Parce que des fois, on entend que, enfin, globalement, les prépas parisiennes ont des meilleurs résultats, mais est-ce que ça te désavantage vraiment? Ça, je sais pas. Alors, a posteriori, donc maintenant que l'expérience de la prépa est passée, je pense que ça ne m'a pas désavantagé parce que les prépas, en tout cas celle où j'étais, donc à Metz, offrait la possibilité d'avoir une prépa étoilée et une prépa non étoilée. Donc, la différence étant, est-ce qu'on fait des concours plus ou moins exigeants en fonction des deux filières, enfin en fonction des deux classes. Et donc, chaque élève permet de s'y retrouver. Par exemple, les élèves qui visent un groupe d'écoles, on va dire, un peu plus accessible, pouvaient aller dans la filière non étoilée, tandis que les gens qui visaient des écoles, on va dire, plus exigeantes en termes d'accessibilité au concours, pouvaient très bien rejoindre la prépa étoilée. Et la prépa étoilée, d'ailleurs, au résultat, finalement, rejoignait un peu les résultats des concours des prépas parisiennes. Donc, il y avait, par exemple, en école accès exigeante, les mines Paris, Centrale Paris, Polytechnique, des choses comme ça. Donc, je suis pas sûre que finalement ce soit un désavantage d'être en prépa en province par rapport à une prépa parisienne. En tout cas, a posteriori, c'est ce que je me dis. D'accord, donc en fait, le niveau, on va dire qu'il y avait plusieurs niveaux, donc il y avait possibilité en fonction, je veux dire, des souhaits de chacun, d'adapter, enfin, les cours ou les classes en fonction du niveau et des écoles visées. Donc c'est vrai que c'est plutôt un avantage. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent un peu les concours des grandes écoles d'ingénieurs? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être intéressées et qui savent pas forcément comment ça se passe, quoi. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, en prépa scientifique, je crois que c'est un tout petit peu différent pour les prépas économiques, mais en prépa scientifique, il y a plusieurs groupes de concours. Donc, par exemple, il y a le concours Minplon, le concours commun polytechnique. Donc, c'est différents types de concours avec un ensemble d'examens à l'intérieur, donc dans chaque concours, et qui permet de rejoindre éventuellement un groupe d'écoles. Donc, par exemple, on va s'inscrire au concours commun Minplon, on va passer toute la catégorie, enfin, tous les examens à l'intérieur de ce concours, et on aura un résultat qui nous permettra de se classer sur un ensemble d'écoles possibles. Et donc, tous les concours sont faits séparément, donc ça nous permet d'en faire plusieurs si on le souhaite. Et c'est ainsi que ça se passe. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on axe un petit peu plus notre discussion sur les écoles d'ingénieurs parce que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé jusqu'à présent. J'ai eu peu de personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs dans le podcast. Donc je me dis que c'est l'occasion d'en parler un peu plus, surtout qu'il y a quand même, je pense, pas mal de personnes intéressées, enfin on va dire qui aiment les mathématiques et qui aimeraient peut-être faire des écoles d'ingénieurs. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as choisi ton école d'ingénieur? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Et des fois, c'est un peu dur de savoir comment on l'a choisi au final. Alors, moi, au tout départ, juste après l'école d'ingé, pardon, juste après la prépa, j'ai fait les mines de Nancy.
Donc, c'était une école que je voulais. En fait, c'était l'école à laquelle je m'étais dit, si je ne l'ai pas, je pense que je redoublerai ma prépa, enfin, en tout cas, vis-à-vis de moi. Et donc, je l'ai choisie parce qu'elle offrait une possibilité de double diplôme avec l'ENSAE, donc qui est ma deuxième école d'ingénieur. Et elle était généraliste, ce qui m'intéressait bien parce que je me suis dit que si jamais je voulais encore un tout petit peu peaufiner mon parcours professionnel, c'était le moment ou jamais de rejoindre cette école. Je l'ai aussi prise parce qu'elle était bien classée. Donc pour moi, c'était en tout cas mon seuil à partir duquel je me sentais bien dans l'école. Et donc le côté généraliste et aussi le gros point plus, c'était qu'elle était encore à côté de ma famille. Par exemple, j'avais les mines de Saint-Étienne et les mines de Nancy. Et là, ce qui a fait basculer le poids pour mine Nancy, c'était vraiment la proximité géographique avec ma famille. Donc pour répondre à ta question, j'aurais dit le choix de l'école généraliste, la proximité géographique, et ensuite parce que c'était le dernier rang, on va dire, à partir duquel je me suis dit que je ne cuberais pas, je ne redoublerais pas ma prépa. Ouais, c'est vrai que souvent, on dirait que, enfin, on fait souvent nos choix en fonction, je dirais, des filières ou des spécialités proposées par les écoles d'ingénieurs, mais c'est vrai que on prend pas forcément toujours en compte la localisation. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple, prendre en compte plus le prestige que la localisation, alors que d'autres personnes, c'est l'inverse, elles vont accorder plus d'importance à la localisation. Du coup, je pense qu'il faut faire aussi en fonction de soi-même et de, enfin, on va dire ce qu'on place le plus important, je dirais, pour nous, quoi. Donc, ça dépend où on met ses priorités aussi. Et selon toi, quels sont les avantages de faire une école d'ingénieur? Alors, je n'ai pas fait l'université, donc je vais répondre vraiment purement par rapport à l'école d'ingénieur. Pour moi, le gros point plus, en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la diversité des matières enseignées, parce que les mines sont une école généraliste, donc on touche encore à la physique, on touche encore aux maths, mais d'un point de vue plus appliqué. Par exemple, en prépa, on a vraiment la matière qui s'appelle physique, à l'intérieur duquel on va retrouver différents sujets, mais ça va rester assez théorique, tandis qu'en école d'ingé, ça va vraiment être des sujets appliqués. Donc, par exemple, on va avoir thermodynamique ou alors mécanique continue, des choses comme ça. Et ça va être très appliqué avec des sujets où on sait qu'on va les retrouver en entreprise ou en tout cas dans notre quotidien d'ingénieur. Ensuite, on a également d'autres matières comme la comptabilité, le management, et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, je pense, un peu plus large que celle qu'on pourrait avoir en prépa. Je ne sais pas du tout si ces matières sont présentes, par exemple, en université face à une école d'ingénieur, mais je trouve que c'est finalement assez intéressant parce que même si c'est pas forcément ce qu'on fera dans notre quotidien, parce que par exemple, je ne fais pas du tout de comptabilité dans mon job actuel, mais ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit et d'avoir une autre manière de réfléchir, de se dire qu'il y a d'autres éléments que purement les matières scientifiques. Ensuite, on a énormément de projets en école d'ingénieur. Donc ça, je pense que c'est très important pour la vie en entreprise, parce que ça donne une autre dynamique pour interagir avec les autres. Et enfin, la vie associative est extrêmement développée en école d'ingénieur. Donc ça, je pense que c'est une caractéristique des écoles d'ingénieur face aux universités, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et je pense que c'est très intéressant aussi parce que ça permet de se sortir un peu du confort où les profs donnent des exercices, on les fait, et ensuite on a l'examen, on révise. Parce que là, on a toute une structure un peu à organiser et à faire vivre. Et c'est aussi valorisé en entreprise d'avoir ça sur son CV lorsqu'on n'a pas encore énormément d'expérience du fait qu'on est encore en école. Justement, donc je pense que tu nous as donné déjà un bon aperçu de ce qu'était une école d'ingénieur, de ce qu'on y faisait. Est-ce que, justement, tu nous as parlé des associations. Est-ce que tu pourrais nous détailler, par exemple, un peu, je ne sais pas si tu faisais partie d'associations, mais par exemple, comment ça se passe ou qu'est-ce que tu y faisais, quoi? Alors oui, tout à fait. Donc, j'étais dans une association pendant les 2 ans où j'étais aux mines de Nancy. Donc ça s'appelait le TEDx Mines Nancy, qui d'ailleurs existe toujours, j'ai vu. En gros, donc c'était une association qui faisait partie du groupe TEDx, donc là où se font les fameux TED, mais qu'on peut décliner à l'échelle de villes, d'écoles. Et donc, le but, c'était d'organiser au sein des mines de Nancy plusieurs conférences le temps d'une journée autour d'un thème. Et en parallèle, donc ça, c'était un petit plus des mines de Nancy par rapport aux autres TEDx, c'était de faire plusieurs ateliers interactifs avec le public pour qu'ils puissent découvrir un petit peu certains domaines des mines de Nancy, mais de façon très, très ludique, par exemple la robotique. Et donc, moi, ce que j'y faisais, c'était en première année, j'étais au sein du pôle communication, donc c'est-à-dire qu'on créait toute la communication autour de cet événement. Donc, ça passait par des démarches avec la ville ou avec les entreprises de transport locales.
Et en deuxième année, j'étais responsable partenariat, donc c'était avec les autres élèves qui étaient au sein de l'équipe, pouvoir démarcher certaines entreprises pour qu'elles puissent nous apporter du sponsoring pour l'événement. Et c'était ça mon association. Et c'est intéressant parce que une des entreprises pour lesquelles j'avais candidaté ensuite en stage était très intéressée par ça, par le côté un petit peu touche à tout, le fait de ne pas avoir peur de parler aux gens, et le côté un petit peu débrouillard. Donc je pense que c'est un petit plus sur le CV de pouvoir faire une association en école ou en université quand l'occasion se présente. D'accord. Et vous étiez combien à peu près dans cette association? Alors, ça fait un petit moment, mais de mémoire, je crois qu'on était une petite trentaine. D'accord, ça fait déjà pas mal de personnes et chacun avait un rôle différent, on va dire. Oui, c'est ça, ouais. Chacun, donc il y avait le président, le vice-président. Ensuite, il y avait plusieurs équipes, par exemple l'équipe partenariat, équipe responsable des conférences et équipe communication, partenariat, etc. Et ensuite, au sein de chaque équipe, il y avait plusieurs élèves. De mémoire, on était 30, mais j'ai un petit doute. D'accord, et du coup, chacun peut avoir un rôle. Je ne sais pas si chaque personne choisit le rôle qu'elle veut, la place qu'elle veut occuper dans l'association ou ce genre de choses, ou en fonction de ce à quoi elle aspire. Je ne sais pas comment ça se passe précisément. Ah oui, tout à fait. En fait, au Mines de Nancy, en tout cas, et je crois que c'est aussi le cas dans les autres écoles, les associations se présentent en début d'année pour parler d'elles et dire qu'il y a certains postes ouverts. Donc, par exemple, si des élèves sont intéressés par rejoindre le pôle communication, le pôle partenariat, le pôle speaker. Et ensuite, des entretiens sont organisés pour dire si ou pas la personne peut rejoindre cette association. Et ensuite, on dit tel élève est pris dans telle équipe, par exemple. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, en tout cas, dans cette association, c'était avec des petits entretiens. Mais dans d'autres associations, c'était vraiment libre accès. Donc, une personne disait qu'elle voulait rejoindre telle association et c'était bon, elle rejoignait. Et en fonction de ses affinités, en fonction des postes ouverts, elle était affiliée à telle ou telle équipe ou telle tâche à faire. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une bonne expérience. Je pense que ça apprend. Peut-être aussi, ça permet de voir autre chose que les études ou que les projets scientifiques. Et ça permet une ouverture à d'autres domaines ou d'autres compétences aussi. Je crois pas que tu nous en aies encore parlé, mais est-ce qu'il y a des stages en école d'ingénieur et comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors oui, tout à fait, il y a des stages en école d'ingénieur. Le plus classique, c'est 3 stages au cours de la scolarité, en tout cas post-prépa. Il y a un premier stage ouvrier, en général de quelques semaines, 1 à 2 mois grand maximum, au sein du coup d'une usine ou en tout cas une tâche opératrice. Donc vraiment pour se familiariser avec le milieu de l'entreprise. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois qu'on intègre une équipe et qu'on réalise quelque chose pour une entreprise. Ça permet aussi de découvrir un peu de découvrir ce que c'est le management en entreprise, les interactions avec les autres collègues. Ensuite, en deuxième année, donc toujours quand on a fait une prépa, donc sinon bac plus 4, il y a un stage, en général, c'est technicien, qui diffère en fonction des écoles. J'ai l'impression qu'il était différent entre les mines de Nancy et l'ENSAE. Aux mines de Nancy, c'était vraiment réaliser une opération, en tout cas un projet, sous la supervision d'un ingénieur, mais c'était des tâches plutôt très, très techniques. Alors que, par exemple, aux mines de Nancy, le stage technicien, c'était vraiment un projet plutôt orienté recherche. Il fallait un vrai sujet de modélisation mathématique et le mener de bout en bout avec une démarche très ingénieure. Et enfin, donc ce stage-là dure en général 3 à 4 mois. Et enfin, en toute dernière année d'école d'ingénieur, il y a le stage de 6 mois, où là, c'est en entreprise et c'est très libre. Le but, c'est de faire un stage ingénieur, mais qui reste très libre parce qu'en général, il y a des pré-embauches. Et celui-ci, vraiment, ça peut être dans tous les domaines. Il y en a certains qui s'éloignent même un petit peu du métier d'ingénieur, mais sans que ça fasse défaut pour la validation du diplôme. D'accord, donc le stage de 6 mois, on dirait que c'est peut-être le plus important concernant, genre, on va dire, les embauches, parce que souvent ils sont utilisés pour, pas pré-embaucher la personne, mais la tester un peu, on va dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le plus important, mais il ne faut pas négliger non plus, par exemple, le stage deuxième année, parce qu'il est hyper important, par exemple, pour pouvoir accéder au stage 6 mois, je pense. Parce que peut-être ça dépend dans quel domaine on part sur le premier stage, ça peut influencer ce qu'on peut trouver pour le deuxième stage, ce genre de choses, non? Alors oui, mais je pense que c'est plutôt les tâches qu'on aura réalisées. Par exemple, je ne vois pas d'inconvénient, enfin, en tout cas de mon point de vue toujours, à ce que quelqu'un ait fait son stage deuxième année en aéronautique et qu'en dernière année, il s'oriente vers quelque chose d'un peu plus financier. Parce que ce qu'on va plutôt regarder, c'est quelles sont les méthodes qu'il a mises en pratique et sa logique
sa manière d'avoir agi au sein du stage deuxième année. Donc, on va par exemple lui poser des questions. Donc là, je sais plus d'un point de vue recrutement, on va dire. Est-ce que tu as déjà fait tel type d'opération, tel type de tâche, comment tu l'as mis en œuvre. Et donc ça, peu importe le domaine, ce qu'on va plutôt rechercher, c'est plutôt les compétences développées au cours du stage. Donc bien sûr, si en deuxième année, on avait voulu tester un domaine, c'est pas ce domaine qui va nous condamner pour les stages 6 mois et ensuite pour la carrière, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Du coup, au final, c'est plus, on dirait presque le sujet ou les compétences développées pendant le stage qui sont plus importantes à regarder que peut-être que le domaine. On va dire le domaine, c'est important, mais les compétences, c'est plus ce qui va être utile sur un CV, par exemple. Moi, je pense tout à fait, ouais. Je pense que c'est exactement ça. Surtout que le sujet, quand on est vraiment en junior, en tout cas en cours d'études, ou alors qu'on rejoint une première entreprise, on va se familiariser avec l'environnement et avec les différentes notions, le cadre, le sujet. Mais ce qui va plus être intéressant, c'est ce qu'on aura fait en termes de compétences et en termes de techniques au cours des stages précédents. Et tu nous as dit que tu avais fait aussi une partie de ton cursus en alternance. Selon toi, quel est l'avantage justement de faire une alternance par rapport à un cursus, on va dire, classique, avec les stages seulement? Alors moi, je vois un très gros plus. Alors mon alternance, c'était un peu spécial. C'était pour préparer mon mémoire d'actuariat pour l'Institut des actuaires. Mais sinon, l'alternance, pour moi, c'est un vrai plus parce que ça fait une expérience complète d'un an dans une entreprise et c'est extrêmement valorisé pour les entreprises à l'issue de l'alternance. Donc, ça fait comme un stage de 6 mois, mais étalé sur un an. Et du point de vue entreprise, j'ai vraiment l'impression que c'est perçu comme si on avait déjà fait une année complète entreprise. Donc, on est junior avec déjà un an d'expérience réalisée. On n'est plus vraiment considéré comme étudiant avec le stage qu'on a fait pendant 6 mois. Donc, je pense que c'est un très, très gros plus. Et surtout, en général, ça permet d'avoir accès à certaines offres ou en tout cas être considéré comme un salarié au sein de l'entreprise où on est en alternance. Et ça permet d'ouvrir des avantages salariés, plus le fait qu'on a accès aux offres d'emploi internes. Ce n'est pas toujours le cas en stage, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu. Et donc, ça permet de candidater à d'autres offres à l'issue de l'alternance si on en a envie. D'accord. Et par exemple, comment s'organise, par exemple, une alternance? Parce qu'en gros, on alterne une semaine de cours et semaine en entreprise, mais comment c'est organisé? Par exemple, c'est une semaine en cours, une semaine en entreprise. Comment ça s'organisait ou pour toi, on va dire, comment ça s'est passé? Alors, c'est extrêmement variable en fonction d'une école, en fonction des écoles. Par exemple, j'ai fait mon alternance au sein de l'ENSAE. Et à l'ENSAE, en tout cas, quand j'y étais, c'était le lundi et le jeudi en entreprise et le reste de la semaine en cours. Donc, il y avait vraiment une très grosse coupure à l'intérieur de la même semaine entre entreprise et cours. Et donc là, c'est juste que le lundi et le jeudi, aucun cours n'est mis. Ou alors, il ne faut pas avoir pris les options qui permettent d'avoir cours le lundi et le jeudi, sinon c'est un petit peu embêtant. Donc, en tout cas, ces deux journées-là étaient libres. Donc, au choix, soit pour faire une alternance, soit pour faire un master, soit pour mettre des options. Et les autres jours, c'était cours classiques. C'était pas du tout une semaine sur deux entreprise, une semaine sur deux cours. Mais je sais que dans d'autres écoles, effectivement, c'est le cas, c'est ce qui est fait, mais c'était pas le cas dans mon école. Du coup, l'organisation des alternances, c'est vraiment propre à chaque cursus et à chaque école. Donc, si on s'y intéresse, je pense qu'il faut regarder comment ça s'organise. Et sinon, voilà, pour revenir un petit peu en arrière, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait, on va dire, faire un cursus peut-être un peu similaire au tien en termes de parcours, parce que maintenant, il y a une réforme pour le baccalauréat. Quelle spécialité devrait-elle choisir, on va dire, en première ou en Euh, terminale? alors, j'avoue que je n'ai pas très bien suivi les réformes du lycée. Mais ce qui est sûr, c'est que pour faire un parcours à peu près similaire, donc en tout cas rejoindre une école d'ingé, éventuellement faire une prépa, il faut avoir un bon cursus, je pense, en maths et en physique. Parce que ça, c'est forcément les matières qu'on va retrouver en école d'ingé ou en prépa. Et sans ce background-là, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de bien suivre en école d'ingénieur, puisque c'est, quoi qu'il arrive, les composantes communes à toutes les écoles d'ingé. Donc vraiment les matières scientifiques. Et aussi ne pas négliger les langues vivantes, parce que l'anglais, c'était le cas en tout cas au MIN de Nancy, à l'ENSAE en prépa, et ça me semble tout à fait normal. C'est vraiment un point très très important, et en général, les écoles d'ingé demandent même une validation externe pour justifier d'un certain niveau d'anglais à la fin du cursus et pour l'obtention du diplôme. Donc je pense matière scientifique et ne pas négliger les langues. Donc, je dirais surtout mathématiques, physique et puis biologie.
Enfin, dans ton cas, je pense que c'est plutôt mathématiques et physique que biologie, mais on va dire que ce seraient les deux spécialités à garder en première et en terminale si on veut faire des études plutôt scientifiques quand même. Ça semble assez logique. C'est vrai que je dois t'avouer que moi, je connais pas très bien le métier d'actuaire. Enfin, je veux dire, j'en ai entendu parler, mais je le connais pas vraiment en profondeur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier d'actuaire? Alors oui, le métier d'actuaire, c'est vrai qu'il n'est pas très connu, mais c'est un métier qui est hyper intéressant, de mon point de vue toujours. En gros, c'est l'ingénierie des risques en assurance, mais on peut le retrouver également en finance ou dans des métiers beaucoup plus larges, mais c'est vraiment plus une caractéristique assurantielle, j'aurais dit. Et donc, c'est quasiment tout aussi large de dire qu'on est actuaire que de dire qu'on est ingénieur, parce que finalement, le métier d'actuaire au sein de l'assurance peut être très, très diversifié. Donc, c'est de l'ingénierie des risques, mais on peut le retrouver, par exemple, l'actuaire d'un point de vue très scientifique ou bien d'un point de vue plutôt business. Soit il va plutôt analyser, par exemple, des modèles de risques, soit il va se retrouver d'un œil business et participer à la souscription de certains contrats et regarder comment sont modélisés ces contrats-là, mais avec un œil un peu plus commercial, un peu plus business. Et donc, c'est en ça que consiste le métier d'actuaire. Il peut avoir des compétences assez larges, puisqu'il faut avoir un background statistique, mathématique, quoi qu'il arrive, ça c'est la base commune. Ensuite, il peut intégrer de la comptabilité, que ce soit entreprise financière, un peu de régulation, réglementation, mais aussi un peu de juridique. Donc, il a finalement une facette assez diversifiée. C'est pour ça que le métier d'actuaire est aussi large que le métier d'ingénieur au sein de l'assurance. D'accord. Est-ce qu'il existe, par exemple, différents types d'actuaires ou différents domaines, enfin, différents sous-métiers, on va dire, dans le grand métier d'actuaire? Alors, tout le monde dira qu'il est actuaire. Il n'y a pas de sous-métier ou de sous-rubrique. Après, ça, au sein de l'entreprise, bien sûr, on pourra donner une spécificité, c'est-à-dire le poste auquel il est attitré. On pourra dire, par exemple, moi, sur ma fiche de poste, ça sera actuaire au sein du groupe de modèles, d'analyse de modèles. Il y en a d'autres, ça va être actuaire solvabilité 2, donc qui est la réglementation assurantielle en vigueur en Europe. Et donc, c'est comme ça qu'on va différencier les actuaires, mais il y a juste un seul titre qui est le titre d'actuaire. Si on rencontre quelqu'un, il y a de fortes chances qu'ils disent qu'il est juste actuaire, puisqu'il n'y a pas de distinction ensuite. Mais bien sûr, il y a différents sous-métiers. Il y en a qui vont être, plusieurs catégories. Il y en a, par exemple, qui vont également faire de la data science. C'est un titre, une compétence qui est très recherchée en ce moment de faire actuaire data scientist ou actuaire réglementation. Mais il n'y aura pas plusieurs sous-métiers. Et par exemple, est-ce que tu peux nous donner, enfin, je sais pas, un exemple de projet que tu as à faire en tant qu'actuaire ou de tâches que tu fais, on va dire, au quotidien? Oui, alors du coup, moi, je suis actuaire dans une équipe d'analyse de modèles de risques. Et donc, concrètement, il y a différents sujets auxquels différents sujets, différents risques auxquels une assurance est soumise. Et donc, par exemple, ça va être, je dis n'importe quoi, le risque de crédit ou alors le risque de catastrophe naturelle, qui est assez classique pour une assurance. Et donc, il y a des modèles mathématiques qui permettent de modéliser donc, ces risques. Et donc, moi, mon quotidien, ça va être de prendre ce modèle, de l'analyser. Donc, on va recevoir une documentation. Donc, vraiment quelque chose de presque académique avec des explications des différentes composantes de ce risque. On le regarde d'un œil mathématique pour vérifier qu'il est solide, c'est-à-dire est-ce qu'il tient la route. Et ensuite, je vais regarder s'il est bien implémenté. Donc, c'est-à-dire, je vais essayer de le reproduire soit sur Python, soit sur R, et le regarder avec ce qui a été fait en pratique. Et ensuite, je vais essayer de comprendre ce modèle d'un point de vue un peu plus business. C'est-à-dire que le but de ce modèle, à la fin, c'est d'obtenir un montant en euros. Donc, de passer de quelque chose de physique, par exemple une catastrophe naturelle, au risque représenté en termes de montant euros. Et je vais essayer de regarder si ce montant euro est cohérent avec le modèle mathématique qu'on lui a posé. D'accord, donc il y a une forte, on va dire, dans ton métier, en tout cas, il y a une forte part de statistiques, mais il faut quand même aussi, je pense, maîtriser aussi l'outil informatique parce que s'il faut faire du code, il faut quand même être capable de le faire aussi pour pouvoir modéliser. Donc je pense qu'il faut faut faire des mathématiques, mais aussi avoir des compétences en informatique et savoir lier deux. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour mon poste, je sais pas si c'est le cas dans tous les types d'actuariat. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ouais, vraiment, dans mon métier, c'est vraiment lié des statistiques avec l'informatique. Les deux ne peuvent pas marcher. Enfin, les deux doivent marcher ensemble très bien dans mon métier. D'accord. Oui, l'un a besoin de l'autre.
Et par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, je ne sais pas si ça existe, hein, mais une journée type, par exemple, d'un actuaire? Du coup, je vais prendre mon cas. J'arrive le matin, donc les horaires sont assez variables. On peut arriver entre 9h, 10h, enfin, c'est très large. Donc, on commence à regarder les sujets qui sont en cours. Donc, par exemple, est-ce que les sujets de la veille étaient finis, sachant que nos projets peuvent durer jusqu'à un trimestre, voire un an. Donc, c'est très long. Et donc, par exemple, si c'est une revue de modèles, j'ai n'importe quoi de crédit, donc ce que j'ai eu à faire il y a pas très longtemps, je vais plutôt parler pardon, du modèle de taux d'intérêt, c'est je vais prendre la documentation, je vais regarder où j'en étais la veille dans ma lecture, donc je vais continuer. Je vais essayer de regarder tous les mots-clés que je ne comprends pas parce que souvent il y a du jargon que je maîtrise pas comme je découvre le sujet. Donc par exemple sur les taux d'intérêt, ça peut être la différence entre la parité, enfin il y a des notions de parité, des choses comme ça, donc ça je vais regarder. Je vais bien prendre en compte la littérature déjà existante. Donc, ce qui m'arrive souvent de faire, c'est dès que les modélisateurs de mon entreprise ont eux-mêmes créé une partie du modèle, je vais essayer de faire un benchmark, donc vraiment de regarder s'il existe ce modèle de façon académique. Donc, en général, j'ouvre vraiment, ça c'est vraiment de façon académique, des livres ou en tout cas des documents PDF de différentes universités, de différentes écoles d'ingénieurs pour regarder si ça existe. Je vais essayer de bien comprendre. En général, souvent, c'est des notions mathématiques, donc ça m'arrive de rouvrir des livres académiques ou de regarder Google certaines hypothèses que je suis pas sûre de maîtriser pour bien le prendre en compte. Donc ça, c'est par exemple, ça peut être le début de journée et ensuite, après la pause déjeuner, je vais me dire j'en ai un petit peu marre de lire ça. Je vais regarder plutôt l'implémentation du code. Donc là, je vais vraiment prendre mon PC et dire je vais regarder le code, comment il est construit. Donc je vais essayer de le débroussailler, de regarder comment il interagit éventuellement avec d'autres codes. Et ensuite, je vais le tester de mon côté. Donc ça peut être par exemple la deuxième partie. Après, je peux les mixer. Enfin, c'est juste pour donner un exemple. Et ensuite, tout à la fin, je vais prendre, par exemple, à la fin de la journée, je vais me dire, j'en ai un petit peu marre du code, j'en ai un petit peu marre de la littérature, je vais regarder d'un point de vue de mon temps ce que ça a donné. Et là, je vais essayer de faire le lien avec ce que j'ai déjà vu le matin et avec ce que j'ai vu du code pour voir si c'est à peu près cohérent. Donc ça peut être une journée un petit peu type. D'accord, ben merci, ça donne une bonne idée déjà, je pense, de ce qu'on fait en étant actuaire. Et je vais te demander quel diplôme il faut pour être actuaire? Parce qu'il y a différentes écoles, mais il y a des diplômes d'actuaire. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour exercer le métier d'actuaire? Alors, le métier d'actuaire, c'est pas comme certains métiers où il faut absolument avoir un diplôme particulier pour l'exercer. C'est-à-dire qu'on peut dire je suis actuaire sans en avoir le diplôme, mais normalement, pour le dire, il faut avoir un diplôme assez précis. C'est-à-dire que c'est une profession qui est encadrée par l'Institut des actuaires. Et cet institut délivre un titre qu'on peut présenter à l'entreprise pour dire je suis actuaire, je fais un métier d'actuaire, et donc je corresponds au poste que vous recherchez. C'est un organisme qui reconnaît différentes formations. Donc, il y a certaines écoles d'ingé, certaines écoles de commerce et certaines universités. En école d'ingénieur, on trouvera l'ENSAE. En école de commerce, on trouvera l'ESSEC. Et ensuite, en autre école, on trouvera par exemple l'ISFA à Lyon, l'ISUP à Paris, le RIA. Mais ces écoles-là ne sont pas des écoles de commerce, c'est des écoles d'ingénieurs, en tout cas à ma connaissance, et elles sont souvent rattachées à des universités. Donc, ces écoles-là sont reconnues par l'Institut des actuaires pour pouvoir délivrer le titre spécifique en parallèle de la formation que l'on suit. On peut très bien dire je ne veux pas de ce titre, ou alors je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Par exemple, j'ai découvert le métier d'actuaire trop tardivement, donc j'exerce un métier d'actuaire, mais en n'ayant pas le titre. Simplement, c'est un peu moins bien reconnu sur le marché. Le titre est vraiment très valorisé en ce moment. En tout cas, il est très valorisé. Mais il faut savoir que c'est pas perdu si jamais on découvre ce métier un peu tardivement, parce qu'une reconversion est toujours possible. Et notamment, on peut avoir une formation dispensée par l'Institut des actuaires quand on est déjà senior sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut dire je vais faire une formation d'un an ou deux grâce au CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Et ce conservatoire-là cette formation-là est également reconnue par l'Institut des actuaires et permettra d'avoir le titre, même si c'est plus tardivement que si on l'avait découvert pendant les études. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement d'avoir ce titre d'actuaire?
Ce titre est donc vraiment très valorisé. Tout d'abord, il permet d'être mieux reconnu. Par exemple, je pense vraiment qu'entre quelqu'un qui a le titre et quelqu'un qui n'a pas le titre, à formation équivalente, la personne qui a le titre sera vraiment toujours préférée à la personne qui n'a pas le titre, à moins bien sûr que la personne qui n'a pas le titre a vraiment les compétences hyper précises, bien sûr adéquates à ce poste. Ensuite, j'ai tout de même l'impression qu'au niveau salaire, il y a une différence qui est faite en fonction de l'obtention de ce titre ou pas. Le titre permet d'avoir des salaires quand même plus élevés. Et enfin, j'ai l'impression que d'un point de vue évolution hiérarchique, le titre sera également privilégié pour pouvoir accéder à des fonctions un petit peu plus élevées en termes de management. En tout cas, c'est ma compréhension actuelle. D'accord. Et par exemple, quelles autres études on pourrait faire, enfin autres que les tiennes, je veux dire, pour accéder au métier d'actuaire? Pour moi, pour accéder au métier d'actuaire, donc il faut avoir une bonne connaissance en stats, des petites connaissances en tout cas, on va dire en termes de, si on est junior sur le marché, des connaissances en assurance, en finance, et c'est toujours un plus. Donc pour moi, par exemple, quelqu'un qui vient d'une université, donc par exemple, pour dire quelqu'un qui n'a pas du tout fait mon parcours, quelqu'un qui a fait une université et plutôt orienté mathématiques, ça ne me posera aucun problème pour faire un métier d'actuaire. Il y en a D'accord. même certains, par exemple, dans mon équipe, qui ont fait une thèse en mathématiques, donc c'était une thèse chiffre, donc il l'a fait dans mon équipe. Mais ce genre de parcours permet tout à fait de faire des métiers d'actuaire. D'accord. Et aussi, à partir de l'université, des fois, on peut intégrer des écoles qui préparent au métier d'actuaire. Oui, tout à fait. Alors, j'espère ne pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est possible, par exemple, avec l'Université de Lyon et l'ISFA. Il me semble que c'est possible de faire un parallèle entre les deux. C'est possible aussi à Strasbourg d'intégrer la formation d'actuaire après une licence de mathématiques. Enfin, 2 ans de licence de mathématiques, on peut aussi rejoindre le parcours. Donc peut-être que ça se fait aussi avec d'autres écoles. Donc en vrai, si on peut faire actuaire et même qu'on n'a pas fait une classe préparatoire, on peut quand même être actuaire. C'est bon à savoir. Ah, oui, ça c'est ouais, ça c'est bon. Et d'ailleurs, par exemple, ça me fait penser que l'ENSAE, donc l'école d'ingénieurs qui délivre le titre d'actuaire, recrute d'ailleurs tout à fait sur université. Donc sans même avoir fait une prépa, alors que c'est une école post-prépa. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de manières possibles de faire actuaire. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément toujours, mais les écoles d'ingénieurs, elles recrutent, on va dire, plus ou moins des gens qui ont un cursus universitaire. Donc, pour toutes les personnes qui ont un cursus plutôt universitaire et qui pensent qu'elles peuvent pas aller en école d'ingénieur, bah, en fait, si c'est quand même possible, il y a quand même des passerelles qui existent. Ouais, et elles sont vraiment de plus en plus nombreuses en plus, ce qui est Ouais. très bien. Voilà, ça donne un petit peu de diversité. Et j'aimerais savoir, par exemple, s'il y a une ou des expériences qui sont particulièrement marquées pendant ton parcours. L'expérience qui m'a particulièrement marquée, alors je dirais que dans toutes mes expériences professionnelles, il y a des événements qui m'ont plus ou moins marqué, ou en tout cas des sujets qui m'ont plus ou moins marqué. Donc, je vais prendre le cas, par exemple, dans les 2 dernières entreprises que j'ai faites. Donc, à la Société Générale, quand j'étais compte data scientist, des projets, des sujets, des choses qui m'ont marqué, ça va vraiment être l'usage intensif du code. Je pense que je me suis vraiment formée au code et que j'ai développé une bonne capacité à coder, on va dire à coder à peu près proprement grâce à cette expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, au sein de mon entreprise actuelle, donc la SCORE, ce que j'apprécie beaucoup et quelque chose qui me marque encore actuellement, c'est la capacité à pouvoir relier différents sujets, donc les mathématiques d'un point de vue un peu théorique, avec le côté aussi un peu assurance, business qu'on retrouve, lier aussi également le code. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant et surtout, par exemple, dans mon entreprise actuelle, ce que j'apprends, c'est à prendre du recul sur les notions et à plus seulement regarder les mathématiques comme un seul sujet indépendant de tout le reste avec le code à part, mais vraiment le fait de pouvoir lier tout ça ensemble et ensuite de pouvoir analyser, de restituer une seule information à l'interlocuteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, je trouve. Et pour finir, je voulais te demander si tu avais un conseil à donner, par exemple, à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans des études d'actuariat ou dans des études d'école d'ingénieur. Si j'avais un seul conseil, ce serait de foncer. Vraiment, je ne vois pas d'autres conseils. C'est vraiment, je pense, une très, très bonne expérience. C'est toujours bien reconnu. Il y a une diversité de parcours possibles après une école d'ingénieur qui est phénoménale. Donc, ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Et pour les écoles d'actuariat, je pense que c'est aussi un métier où on peut dire foncer. C'est un métier où il y a énormément d'embauches, qui est bien reconnu sur le métier du travail, avec une sécurité de travail qui est importante.
c'est des métiers qui sont très larges, donc on peut aussi s'y retrouver en fonction de nos affinités et qui sont vraiment très, très intéressants aussi en fonction de nos affinités. S'il y avait un seul conseil, ce serait d'avoir une formation quand même à la base scientifique parce que ça reste des études scientifiques, mais en fonction de notre feeling avec les mathématiques ou avec la physique, des choses comme ça, on peut toujours s'y retrouver plus ou moins. Donc ouais, vraiment, pour moi, c'est des études sur lesquelles le seul conseil, c'est foncer. Je vais maintenant te poser la question du podcast. Quel est ton premier souvenir mathématique? Alors, mon premier souvenir mathématique, ça remonte au CM2. C'était quand on découvrait les fractions. Et je me souviens que j'avais pas du tout aimé, mais c'est le premier souvenir mathématique que j'ai. Je comprenais pas du tout pourquoi on mettait un chiffre, ensuite une barre et ensuite un chiffre au dénominateur. Et vraiment, c'était l'incompréhension totale. Et je me rappelle d'une après-midi où j'avais passé une après-midi entière avec ma mère pour essayer de comprendre ces fichues fractions. Et avec du recul, maintenant, ça me fait marrer parce qu'on utilise tout le temps ces fractions. Mais c'est mon premier souvenir mathématique. Merci beaucoup Héloïse pour cette interview. Merci aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Héloïse vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Cela fait toute la différence. À très vite sur Parcours Mathématiques!